Les maladies donc axonales, c'est principalement, on va parler uniquement des maladies par déficit énergétique. Je vous en ai déjà parlé pour la MFN2, qui est donc une protéine mitochondriale, mais il y en a d'autres. Et ce qui est important, et là c'est vraiment le message, c'est un enfant qui a un jour un Guillain-Barré n'a aucune raison de refaire 1 an, 2 ans ou 3 ans plus tard un Guillain-Barré. C'est simplement qu'on a raté le diagnostic au départ, on l'a considéré comme un Guillain-Barré, et vous allez voir un bel exemple, et il avait autre chose. Et dans les autres choses, il faut chercher les déficits énergétiques, puisque chaque fois qu'il y aura une situation de stress, on va avoir une paralysie transitoire du transport axonal qui va pouvoir se traduire par un tableau de polyradiculonévrite. Alors, ça a été décrit dans des syndromes de Legg avec différentes mutations, je ne les ai bien sûr pas toutes reprises, mais également dans un gène que vous connaissez peut-être qui s'appelle le gène POL-gamma, qui a été décrit surtout dans des encéphalopathies très sévères, très épileptiques, avec une insuffisance hépatocellulaire, donc un tableau catastrophique chez les enfants de moins de 1 an. Cette mutation peut aussi être responsable de neuropathie axonale isolée. Et puis un autre tableau, mais qui se voit plus chez l'adulte, donc on passe. Deuxième tableau énergétique qui se voit, là, c'est vraiment le déficit en pyruvate deshydrogénase. Toujours cette notion de rechute. Ce n'est pas une neuropathie lorsqu'elle s'installe et c'est une neuropathie, un Charcot-Marie, c'est une neuropathie chronique. C'est-à-dire que les signes vont continuer, mais sur des années. Ce n'est pas des maladies très, très rapidement dégénératives. Si vous avez un enfant qui arrive, qui ne marche plus, qui récupère, vous dites « ouais, super, je lui ai fait les immunoglobulines, ça marche », mais qui revient 6 mois ou 1 an plus tard avec un autre déficit un petit peu identique, pensez au déficit en pyruvate deshydrogénase. Donc il faut rechercher, doser les lactates et surtout le pyruvate qui est très très élevé dans le sang et le LCR. Et puis il y a la bêta-oxydation. Et là, troisième message, chaque fois que vous avez un Guillain-Barré, hier on a eu une présentation très intéressante d'un cas de Guillain-Barré qui était une maladie de Lyme. Et j'ai entendu qu'on faisait les CPK pour éliminer une myosite. Mais moi, je fais les CPK non seulement pour éliminer une myosite associée chez cet enfant qui ne marche pas, mais aussi pour ne pas passer à côté d'une maladie énergétique où à chaque poussée, les CPK sont élevés. Voilà, donc ça, il faut le savoir, et souvent provoqué par du stress, et ça va nous orienter vers ce diagnostic qu'on fera facilement avec le profil des acylcarnitines, puis après la biologie moléculaire. Alors, une petite histoire. Donc, c'est un garçon. Il n'y a pas d'antécédents anté-périnataux. Le développement psychomoteur initial est normal. À 2 ans, il arrive avec un tableau aigu. Enfin, il avait quand même peut-être une surdité, mais 2 ans, retard de langage. Vous savez, ces audiogrammes où on nous dit à recontrôler dans 3 mois, dans 6 mois. Enfin, bref, c'était pas très clair. Et puis, il arrive en réa, avec vraiment une atteinte, une polyneuropathie des nerfs mixtes, une protéinorachie qui était normale mais qui a augmenté secondairement, et à l'EMG, donc on avait une abolition des réponses des ondes F, et ce qui évoquait avant tout une polyradiculonévrite avec une forme haute appelée syndrome de Miller-Fisher. On explique aux parents, écoutez, voilà, on va le traiter, corticoïdes, immunoglobuline et compagnie. Bon, très bien. On fait l'électromyogramme qui retrouve une atteinte radiculaire, parfait. Et puis, cet enfant ne s'améliore pas autant qu'on voudrait. Et quelques temps après, on fait une biopsie musculaire. Et là, on nous répond qu'il y a un déficit en complexe 2. Donc, il est mis sous traitement sous lévocarnil et riboflavine, qui est un peu le cocktail mitochondrial dont les effets ne sont pas évidents. Mais on le met sous ce traitement parce qu'il fallait bien faire quelque chose. Et puis, cet enfant s'améliore. Il garde une surdité, mais il récupère une marche autonome. Il était trachéotomisé au moment de la période initiale. On a pu enlever la trachéo. Et voilà, on notait quelques fasciculations linguales, des EMG qui retrouvaient toujours cette atteinte neurogène. Et là, à l'âge de 5 ans, je le revois en consultation. Entre-temps, on avait décrit les mutations MFN2. Et je dis, je vais quand même tester cette mutation parce que son tableau est bizarre.
de surdité. Pour une maladie mitochondriale qui s'améliore, c'est quand même pas fréquent. C'est pas uniquement avec la riboflavine. Et c'est bizarre, je comprends pas bien. Et donc, on a le diagnostic et on a une variation hétérozygote dans le gène MFN2. Donc, premier diagnostic, c'était Miller-Fisher. Deuxième diagnostic, c'était mitochondrie. Troisième, on dit on a un peu affiné, c'est la MFN2. Mais l'histoire ne s'arrête pas là parce que c'est pas simple, la médecine. Et à 12 ans, il revient, il ne marche plus. Il a une diplégie faciale, un ptosis, des troubles de la déglutition, une hypertension artérielle. Enfin, vraiment, il est pas bien, à tel point qu'il va bien sûr en réa, et que là, vous voyez qu'il a une atteinte de la substance blanche à l'IRM cérébral, très postérieure, et puis il a une atteinte aussi des racines à l'IRM médulaire qui correspond à son tableau radiculaire. On lui refait, donc le EMG retrouve la dénervation, on fait un LCR, une hyperprotéinorachie, et là on ne comprend plus rien, on se pose, et on reprend un petit peu tout ça. Et puis d'un seul coup, un jeune médecin avec qui je travaille me dit « Mais quand même, le moment où il s'est amélioré, il est sorti de réa, vous l'aviez mis sous forte dose de riboflavine. » Et donc on fait un profil des acylcarnitines. Et là, on a le diagnostic. C'est un déficit en transporteur de la riboflavine qui est son diagnostic final. Il avait 12 ans. Donc 10 ans pour faire le diagnostic d'une maladie rare, mais surtout, ce qui était extrêmement important, c'est que c'est une maladie traitable. Donc, il s'était amélioré quand on avait donné la riboflavine comme cofacteur mitochondrial, pas du tout dans le cadre d'un déficit en transporteur. Et là, on lui a donné des doses beaucoup plus importantes. Et c'est ce qui avait été décrit dans la littérature. Il y a eu plusieurs, je passe, mais il y a plusieurs tableaux très particuliers et où on retrouve donc ces enfants qui ont ces tableaux pseudo-Guillain-Barré et qui sont en fait des déficits en transporteur de la riboflavine, ou parfois des formes plus chroniques avec surtout une atteinte faciale, comme il avait une paralysie des nerfs crâniens et puis un trouble de la déglutition. Donc là aussi, quand une neuropathie s'aggrave avec des signes un petit peu particuliers où vous n'avez pas de résultats probants à l'étude génétique des CMT, pensez au déficit en transporteur de la riboflavine parce que ça se traite. Là, il est à nouveau hospitalisé pour une rechute, mais voilà. Dernier cas, vous allez me dire, mais de quoi elle parle? Elle parle de neuropathie toxique et métabolique. Alors ça, c'est très récent, et je voulais en parler aujourd'hui parce que je crois qu'on est devant des très graves problèmes et que les ados qui nous entourent vont nous poser eux-mêmes vont avoir des très graves problèmes, et nous allons avoir des problèmes pour les prendre en charge. Donc c'est une fille, 15 ans, c'est une histoire d'il y a 2 mois. Hein. Donc elle est traitée pour un asthme depuis toute petite et elle a eu beaucoup d'éducation thérapeutique, comment prendre la ventoline, la chambre, le machin, enfin elle sait très bien inhaler, vous allez voir la suite. Donc, elle n'a pas de contraception. Par contre, à 15 ans, elle a un tabagisme déjà très actif. Elle avoue un paquet par jour, mais je soupçonne que c'est plus. Et puis, une consommation d'alcool et de cannabis, dit-elle, occasionnelle. Elle est lycéenne, elle vit avec sa mère seule et elle a déjà de nombreuses fugues. Bref, une ado qui ne va pas bien. Elle arrive aux urgences avec... Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Donc... des dysesthésines, parestésines, déficit moteur des 2 membres inférieurs et des mains. Et donc là, à l'examen, on avait une abolition des réflexes ostéotendineux, des difficultés à la marche. La biologie, il y a une petite anémie, mais rien de plus. Et on retrouve du cannabis dans les urines. Mais bon, elle avait dit, ou dans le sang, elle avait dit qu'elle fumait. Donc ça, jusque-là, c'est rien de... Et on ne comprenait pas bien, on tournait autour, est-ce que c'est un Guillain-Barré qui commence? On se posait un petit peu des questions, c'était dans un autre hôpital, il nous avait appelé à ce moment-là, et cet enfant a fugué avec sa maman le jour même. 4 jours plus tard, quand même, elle allait beaucoup moins bien, elle ne marchait plus, et donc elle est hospitalisée là dans notre service, et on commence à parler d'une ponction lombaire pour chercher un Guillain-Barré, hein, c'était vraiment la première hypothèse. Refus par la patiente et sa mère. Et ça, quand vous avez une gamine de 15 ans qui ne veut pas et la mère qui ne veut pas, c'est difficile d'endormir tout le monde. Donc je dis ok, on la prend, on va se poser, et là on reprend l'interrogatoire parce que je ne comprenais rien. Et
la gamine nous dit qu'elle inhale, ce qu'elle savait parfaitement faire puisqu'elle était asthmatique, traitée, éducation thérapeutique et compagnie, qu'elle inhale plusieurs fois par jour du protoxyde d'azote. Là, ça commence à être bizarre. L'IRM, bon, je ne sais pas pourquoi vous ne verrez pas le résultat, mais je vous le dis, donc montre une atteinte des cordons postérieurs au niveau, donc ce que vous voyez là au niveau de l'atteinte cervicale haute, et on retrouve également cette atteinte sur des coupes transversales. Bon, l'IRM cérébrale est normale, elle a un électromyogramme qui retrouve cette neuropathie sensitivo-motrice et les signes de démyélisation au niveau des membres inférieurs. Et là, on lui fait donc un examen biologique très particulier. On va faire l'homocystine, la vitamine B12 et l'acide méthylmalonique, et on a une anomalie de ce carrefour de tous les acides aminés soufrés qui est parfaitement connu dans le cadre des intoxications au protoxyde d'azote. Donc cet enfant a une neuropathie aiguë par consommation de protoxyde d'azote. Alors qu'est-ce que c'est que ce protoxyde d'azote et pourquoi donne-t-il une maladie métabolique? Donc ce qu'on sait maintenant, c'est des jeunes adultes en général 21-22 ans, mais attention, c'est de plus en plus fréquent chez les mineurs, donc en pédiatrie on les voit arriver et on va en voir de plus en plus, je pense. Il y a une hausse de la consommation chronique et se pose la question, contrairement à ce qui est dit, que c'est quelque chose de très volatile et qui ne donne pas de problème, se pose maintenant la question du problème d'addiction à ce protoxyde d'azote. Et donc les usages détournés, c'est le gaz qui est transféré dans un ballon de baudruche tel que vous le voyez ici, et à ce moment-là, l'enfant va l'inhaler. Et si vous voyez des ados dans la rue ou qui ont des ballons toute la journée, et c'est pour ça qu'il faut supprimer les ballons de baudruche, ne plus les donner dans les magasins d'enfants, enfin il y a d'autres problèmes, mais celui-là est important. Et à ce moment-là, ils inhalent ça et ils ont un effet comme une ivresse. Ça dure 2 à 3 minutes et puis ça casse la voix et ça les fait rigoler. Ça a une voix, mais ça on le sait avec le méopa, hein, ils ont une voix très particulière quand on utilise le méopa. Ben, c'est la même chose. Sauf que de plus en plus, du coup, il y a des signalements au niveau des centres antipoison d'atteintes neurologiques et neuromusculaires comme on a rapporté chez notre jeune enfant. Alors, comment trouver le protoxyde d'azote? Parce que jusqu'à présent, les cas qui étaient rapportés, c'était des enfants qui avaient beaucoup de méopas, par exemple dans le cas de drépanocytose ou de maladies tumorales très douloureuses, ou ceux qui ont des PL tous les jours. Et à ce moment-là, il y a eu des accidents. Mais ce n'est pas le même dosage. Donc, ils étaient très vite récupérés. Il y a eu quelques cas qui ont été rapportés dans la littérature, mais très peu. Et bien, ce que vous faites, c'est que vous mettez sur Internet, je ne vous donnerai pas le site, mais vous le comprenez facilement, je ne ferai pas de pub, et vous avez soit les petits trucs là, qu'on voyait ici, qui sont les petites bonbonnes là pour faire la chantilly, voilà, et ça, je ne sais pas vous, mais nous... à Marseille et dans plusieurs grandes villes de France, pendant le confinement en particulier, l'heure où les enfants pouvaient sortir, les ados pouvaient sortir, les rues étaient pleines, les trottoirs étaient jonchés de ces petites ampoules. Et on les a vus sortir en 2020-2021. Et maintenant, donc, ce qu'ils trouvent, alors ça coûte, donc, je crois, 34 € les 50 cartouches. Et là, vous avez à 49 € l'équivalent de 100 cartouches. Donc maintenant, c'est celle-là que vous trouvez dans les rues, les parkings, ou le soir quand il y a beaucoup de bruit et des rassemblements d'ados. Et ça, je vous assure que vous les trouvez et personne ne dit rien. Donc là, il y a vraiment un gros problème. Pourquoi s'en méfier? Parce que, bon, vous ne le voyez pas bien, mais peu importe, vous allez me croire. Donc cette molécule qui est hautement toxique, elle est lipophile et elle joue au niveau du métabolisme de l'homocystine, des métabolismes soufrés. Elle va entraîner un déficit en vitamine B12 et les conséquences qu'on va avoir au niveau neurologique sont des conséquences liées à la carence en vitamine B12 induite par le protoxyde d'azote.
Voilà, et donc là, c'est les atteintes qu'on voit avec l'atteinte cordonale postérieure. Je ne comprends pas bien ce qui se passe, mais voilà.